Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Vous le savez, en ce moment, beaucoup de questions économiques se posent. Les droits télé, la vente de l'Arena, la DNCG, quel impact sur le mercato, quel impact sur les transferts, quel impact sur la compétitivité des clubs. Et bien évidemment, tout cela, ce sont des questions qui agitent le milieu du football et notamment, évidemment, l'Olympique lyonnais puisque vous le savez, hier nous devions passer devant la DNCG. On a retardé ce rendez-vous jusqu'à la fin du mois sans qu'une date soit vraiment confirmée. En tout cas, on peut se poser des questions suite à ce report. Je vous ai d'ailleurs interrogé par sondage pour savoir si vous étiez inquiet ou non de ce report. On va regarder tout de suite les résultats. Donc pour 64% après 734 votes, vous n'êtes pas inquiet, 26% le sont et 10% ne savent pas trop quoi en penser. Alors je vais répondre aussi à toutes les questions que vous avez posées puisque je vous ai demandé de me poser des questions sur ces sujets. Et d'abord je vais faire une présentation de la problématique des droits télé, ensuite je ferai un petit rappel sur la vente de l'Arena puisque des questions m'ont été posées sur le sujet. Je parlerai également des bilans 2022-2023-2024, donc celui qui se clôture ce mois, celui de la saison prochaine qui va être présenté devant la DNCG et qui va conditionner notamment notre mercato. Et je terminerai par, on va dire, deux sujets qui sont très liés, vous allez voir pourquoi. Donc la DNCG, conséquences et interrogations par rapport au report de passage devant cette DNCG. Et vous allez voir que nous sommes dans une situation qui est assez proche de celle de l'Olympique de Marseille, avec deux propriétaires américains qui sont des particuliers, qui ne sont pas des fonds d'investissement. Et on va voir comment à Marseille les déficits sont gérés. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un propriétaire qui est milliardaire plutôt qu'un propriétaire qui n'est que millionnaire. Quand je dis n'est que, c'est évidemment entre parenthèses, mais vous allez voir que ça a des conséquences très importantes. On va commencer avec les droits télé qui, évidemment, installent une certaine peur chez beaucoup de clubs. Notamment Montpellier, puisque Montpellier est le club le plus dépendant aux droits télé en Ligue 1 dans son budget. Tout le monde tombe sur le rable de Vincent Labrune en disant il est nul, il est mauvais, il est incompétent, il s'est mis de l'argent dans la poche. Alors bon, c'est une façon de voir, et notamment pilotée par des influenceurs, notamment un influenceur d'RMC qui ne l'appelle même pas par son nom. Vincent Labrune, oui, il est critiquable sur un certain nombre de sujets, mais les 500 millions de droits télé ne lui sont pas imputables, et encore si on a 500 millions, ce n'est pas lui qui peut forcer ceux qui regardent le football à la télé de payer pour des abonnements. C'est pas lui qui peut s'interposer contre le piratage. C'est pas lui qui est responsable du manque d'envie des supporters de football de payer pour voir du foot. Certains disent il est responsable de ne pas avoir continué à traiter avec Canal+, mais quand vous faites un appel d'offres, la logique veut que vous donniez les droits aux plus offrants, et à cette époque-là, c'était Mediapro. Mediapro présenté par RMC à l'époque comme une société de toute confiance. Personne à cette époque-là ne s'interrogeait sur le milliard, contrairement à ce qui est répété sur cette même antenne RMC qui prétend avoir toujours mis en garde sur Mediapro alors que c'est tout à fait faux, puisque au début ils étaient ravis du milliard. Daniel Riolo incitait même les présidents de club, on était en 2019, à dépenser l'argent du milliard qui ne devait arriver qu'en 2020. Le Covid est arrivé, Mediapro a fait défaut. D'ailleurs, d'autres reprochent à Vincent Labrune de ne pas avoir négocié avec Mediapro. Je rappelle que Mediapro a tout simplement cessé de payer.
Si vous êtes en affaire avec une société qu'elle veut renégocier, mais que sa manière de vouloir renégocier, c'est d'arrêter de vous payer pendant plusieurs mois, je ne suis pas certain que vous aurez envie de traiter avec cette société. Donc oui, Vincent Labrune a des torts, notamment d'avoir cédé de manière indéterminée dans le temps, c'est-à-dire de manière infinie, 13% des droits télé, mais tous les propriétaires de clubs, tout le football français était bien content quand il a ramené 1,5 milliard du fonds CVC. Moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir limité dans le temps les 13% de droits télé, par exemple sur 20 ans, sur 25 ans. Ça m'aurait pas choqué, c'est ce qui a été fait avec les autoroutes, pour tout vous dire. Le 1,5 milliard, il a fait du bien, notamment à l'Olympique Lyonnais, qui va percevoir 90 millions grâce à CVC, et croyez-moi, on en a bien besoin. Alors certes, le PSG touche 200, mais l'Olympique de Marseille a eu 90, et tous les autres clubs de Ligue 1 ont eu également de l'argent de CVC. Donc c'était une situation d'urgence. Sans doute aurait-on dû dire donc sur 20-25 ans, en essayant de calculer à peu près à quelle durée c'était rentable pour CVC. Il a pris une commission, mais bon, il fallait aller le chercher, ce 1,5 milliard, il l'a cherché, donc qu'il ait 3 millions de commissions, moi ça ne me choque pas. En tout cas, bon, c'est, on va dire, le bouc émissaire idéal, mais la situation est plus compliquée, notamment avec Canal+, qui fait une affaire personnelle, donc de couler, justement, Vincent Labrune, la Ligue et compagnie, pour récupérer les droits à moindre coût. Pendant longtemps, on a dit oui, mais Canal+ a 2 matchs pour 330 millions et Amazon a les 8 autres matchs pour 220 ou 250. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Canal+ pouvait mettre ces 250 millions pour avoir l'ensemble de la Ligue 1. Donc ils ne l'ont pas fait, qu'ils viennent pas pleurer derrière. Bon, bref. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, il faut regarder tout, mais effectivement, quand vous avez des influenceurs qui ont pris en grippe une personne et qui l'attaquent d'émission en émission, eh bien, la majorité des suiveurs du foot et des supporters du foot suivent le mouvement. Je ne vais pas les blâmer, mais la réalité est toujours beaucoup plus complexe. Bref, pour tout vous dire, donc, effectivement, si on arrive à 500 millions, sachant quand même que aujourd'hui, c'est sans doute la fourchette haute. De ces 500 millions, il faudra déduire 20%, puisque CVC a accepté de ne pas être payé pendant une saison, mais d'avoir 20% à partir de la première saison où ils vont être payés, et donc ce sera la saison qui vient. Donc moins 20%, moins les coûts de production, moins la taxe Buffet qui permet de redistribuer l'argent des droits télé au football amateur, etc., etc. Donc en fait, des 500 millions, il ne restera que 300 millions à se partager entre les clubs de Ligue 1 et un petit peu de Ligue 2. Donc évidemment, ça fait une baisse de 30%. Il faut savoir qu'actuellement, sur les droits télé, les clubs ne récupèrent que 430 millions. Bon, c'est 130 millions de plus, mais bon, divisé par 17, ça fait pas beaucoup. Donc finalement, l'impact pour l'Olympique Lyonnais, il est relativement modéré, puisque ça représente une quinzaine de pourcents de son budget. D'autant plus que, comme nous serons européens l'année prochaine, il faut savoir que les droits télé à l'international vont augmenter, puisqu'on devrait arriver entre 160 et 200 millions. Donc là, l'Olympique Lyonnais, surtout s'il va loin dans la compétition, percevra une somme plus importante. Donc au final, alors certes, faut être européen, on va toucher plus de droits télé la saison prochaine que cette année. Donc bon, pour moi, c'est pas tellement un enjeu de court terme, mais il est évident que pour les plus petits clubs et les clubs moyens, d'ailleurs Philippe Diallo, président de la fédération, a reconnu que certains clubs seraient tout simplement dans l'incapacité de continuer leur activité. Mais pour l'OL, on va dire, l'OL, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, etc., Rennes, tout ça n'aura pas un impact très très important. D'une certaine manière, on va revenir à une économie réelle du foot, c'est-à-dire vous percevez des revenus sur l'intérêt que vous générez avec votre produit. Il a sans doute été surévalué. On voit bien que le milliard était également très 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 nettement surévalué. Écoutez, moi je ne vois pas ça forcément d'un mauvais œil. À chacun, de donner des salaires qui sont cohérents, de faire des montants de transfert qui sont cohérents. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les droits télé.
Concernant l'OL, il faut savoir qu'ils vont donc augmenter puisque nous aurons une part quand même non négligeable de droits télé grâce à notre qualification pour la Coupe d'Europe. Alors deuxième sujet, la vente de l'Arena qui a été officialisée hier comme prévu d'ailleurs, puisqu'on avait donné une date de closing le 12. Et j'ai eu beaucoup de questions pour me dire mais comment se fait-il qu'on nous dise que l'Arena vaut 160 millions, qu'elle a été achetée 160 millions par Jean-Michel Aulas et ses associés et qu'au final on nous dit que seulement 70 millions reviennent dans les caisses de l'OL. Bah écoutez, c'est assez simple en fait puisque les 160 millions, dedans vous aviez environ 90 millions d'emprunts puisque pour réaliser cette Arena nous avons dû emprunter. John Textor au mois de décembre de l'année 2023 on va dire, à fusionner tous les emprunts pour en avoir plus qu'un seul. En fait, il y en a deux, mais bon, je vais pas non plus complexifier les choses. Et donc, en fait, on a dû calculer dans ce montant global d'emprunt qui est aux alentours de 500 millions, quelle était la part de l'emprunt de la LDLC Arena. Ça a été évalué à 90 millions. Donc, Jean-Michel Aulas, quand on dit qu'il donne 160 millions, effectivement, de sa poche sortent 160 millions, dont 90 millions d'emprunts qu'il a dû donc reprendre à son compte. Est-ce que l'OL va utiliser ces 90 millions pour réduire l'emprunt ou pour d'autres destinées? Ça, je ne sais pas, on verra bien. Mais il y a 90 millions donc de remboursement d'emprunt. Il y a 16 millions qui ont été payés par la revente par Jean-Michel Aulas d'actions de l'OL. Donc, l'OL a récupéré un certain nombre d'actions. Je crois maintenant que Jean-Michel Aulas ne possède plus que 2,5% de l'OL. Et donc 54 millions en cash, c'est ce qui rentre effectivement donc dans les caisses de l'OL. Les 90 millions devraient normalement réduire l'endettement. Donc voilà pourquoi vous avez une différence entre les 160 et les 70 millions finaux. Ça me permet de dire, et donc c'est ce que j'avais dit quand j'ai parlé de la vente de l'Arena, quand j'ai fait mes prévisions sur le budget 2024-2025, comme je ne connaissais pas le montant d'endettement qu'il y avait sur l'Arena, j'ai, on va dire, sous-estimé, ou tout du moins surestimé les revenus qu'allait générer l'Arena. Veuillez m'en pardonner, mais je n'avais pas toutes les infos. C'est d'ailleurs aussi ce que je vais vous dire là, par rapport à ce que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire le bilan qui s'achève et le bilan de la saison prochaine qui va nettement conditionner notre mercato. Alors pour l'exercice donc qui va se clôturer là au mois de juin 2024, donc j'ai fait des projections, attention, ce ne sont pas les chiffres officiels, enfin certains le sont, notamment la redevance pour l'OL féminin, le montant des produits de vente de joueurs, tout ça c'est officiel. Les autres, ce sont des estimations. Alors, c'est pas des estimations que je sors de mon chapeau, ce sont des estimations par rapport au bilan des 6 premiers mois, qui lui est très détaillé. La publication sur les 9 premiers mois, elle ne parle que des produits, que des bénéfices. Des produits, pardon, pas des bénéfices. Donc, pour moi, selon mes calculs, si on considère, donc l'Arena, vous le voyez ici, elle est valorisée en cash à 54 millions et l'OL Reign 51 millions. Donc ça nous fait 408 millions de produits, 102 millions de ventes de joueurs. Donc là-dedans, il y a Lukeba, Barcola, Romain Fèvre, Thiago Mendes et Shkeli Alvero. 408 millions de produits, 430 millions de charges. Parce qu'en fait, le problème qui s'est passé cette saison, c'est qu'on a acheté des joueurs avec des gros salaires, notamment Matic, Mangala, Menrama, plus les gros salaires qui sont déjà au club, ce qui fait que notre masse salariale continue d'augmenter. Mais on va présenter un bilan avec un déficit de 22 millions. Alors 22 millions selon mes calculs. Si on a 50 millions, ne venez pas me dire « mais tu t'es trompé de 30 millions ». Oui, je me serais trompé de 30 millions, mais je fais avec les données que j'ai. Mais je dirais que pour une société comme l'Olympique Lyonnais, avoir 20 millions ou même 50 millions de déficit, c'est pas très très grave. C'est pas génial, vaut mieux avoir un bénéfice, mais c'est pas très très grave. En tout cas, voilà, 22 millions, c'est relativement contraint. D'ailleurs, pour ma part, je pense que le report n'est pas lié
uniquement aux ventes de l'Arena et à l'OL Reign, parce que la DNCG sait que la vente de l'Arena, le pognon vient de tomber. L'OL Reign, c'est dans les mains de la Ligue de foot féminin aux États-Unis, donc là on n'y peut rien et je suis pas certain que ce soit vendu avant, enfin que la vente soit finalisée avant la fin du mois de juin. Donc je pense pas que c'est ça qui fait tiquer la DNCG jusqu'à présent. C'est plutôt la vente de joueurs. Et je pense que la DNCG aimerait bien qu'on vende un joueur, soit Ryan Cherki, soit Maxence Cacré avant la fin du mois de juin, justement pour résorber ce déficit de 22 millions. Ça, c'est pour la validation du bilan en cours, mais il y a le bilan de l'année prochaine et c'est ce qui va permettre à la DNCG de nous autoriser à recruter ou non. Donc on va regarder mes projections. Voilà, donc pour 2024-2025... évidemment, j'ai enlevé l'OL Reign, mais peut-être faudra-t-il le rajouter si la vente n'a pas été faite avant. J'ai rajouté CVC, puisque CVC, donc nous, on a un reversement de 90 millions. Pour le moment, on a déjà perçu 2 reversements, et il reste 50 millions à verser qu'on devrait récupérer, même si ces 50 millions, et c'est bien précisé chez CVC, doivent être utilisés dans les infrastructures du club. Donc ce n'est pas vraiment du cash que l'on pourrait utiliser par exemple pour le mercato. Au niveau des produits, je me suis basé sur les produits, on va dire, connus de l'année qui vient de s'écouler. Et pour les sessions de joueurs, je vous ai montré l'article dans la vidéo d'hier. Hugo Guimet et Vincent Duluc nous informent que John Textor s'est engagé à vendre pour 100 millions. Mais vous le voyez, si ici je mets 100 millions, eh bien, on a à nouveau un déficit de 60 millions, ce qui est évidemment beaucoup. Alors moi, dans mes prédictions, à moi, je précise bien, ce ne sont pas des chiffres officiels, même si ce que je vous présente est basé sur des chiffres officiels. Donc pour moi, on peut potentiellement faire une économie de 50 millions en salaire avec Lopez, Lovren, Cacré, Tagliafico, Cherki, Diomandé, Lacazette, Enrique, Tolisso. Je pourrais rajouter O'Brien et peut-être d'autres, mais bon, on va dire que c'est accessoire, donc ça fait 36 millions de salaire. Vous rajoutez les charges sociales, ça fait 50 millions d'économies. Ce qui nous permet de faire baisser le poste charge de personnel, qui actuellement, je pense, est aux alentours de 180 et qui descendrait à 150. Au niveau des achats consommés, ça baisse aussi, puisque comme on va vendre l'Arena, on n'aura pas les coûts liés au fonctionnement tout simplement de l'Arena. Les achats de joueurs, alors les achats de joueurs c'est un peu particulier parce que ça s'amortit sur la durée des contrats. Donc j'ai valorisé les options d'achat de janvier à peu près 45 millions, donc ça fait 11 millions d'amortissement. Et j'ai amorti un mercato d'environ 60 millions cet été, ce qui fait 15 millions, ce qui fait qu'on a effectivement un déficit de 60 millions. Moi, j'ai proposé de vendre pour 115 millions, et je vais détailler, ce qui nous permettrait d'être un peu en dessous des 50 millions de déficit. Donc je vends Cherki pour 20, Cacré pour 25, Tagliafico, Diomandé, Amin Sarr pour 5. Bon, Amin Sarr c'est un peu ambitieux, je le reconnais, mais peut-être qu'on vendra plus d'autres. Lacazette pour 20, O'Brien pour 25 et Tolisso pour 10. Donc ça fait 115 millions. Évidemment, je fais des achats, mais sur les achats, je vais y aller mollo. Je vais réduire un petit peu la page pour qu'on voit bien. Oui, alors il faut vraiment que je la réduise beaucoup pour qu'on voit bien, excusez-moi. Donc j'achète 2 neufs, un titulaire et un remplaçant pour remplacer Lacazette, un défenseur central, 2 milieux de terrain et 2 latéraux gauche, donc avec des salaires de 5 millions cumulés pour les numéros 9, 2 millions pour le défenseur central, 4 millions pour les 2 milieux, 3 millions pour les 2 latéraux. Transfert 25 pour les 2 numéros 9, 10 pour le central, 15 pour les 2 milieux, sachant que si on prend Ndidi qui est gratuit, il reste 15 millions pour un autre, et 15 millions pour les 2 latéraux gauche, ça fait 65 millions d'achats, donc on retrouve ici mes 15 millions si on divise par 4. Et donc évidemment, ces gens-là, faut les payer, et donc ça nous fait
des salaires pour 20 millions, 14 millions plus les charges salariales, 20 millions, ce qui me permet de descendre à 152 millions, ce qui reste beaucoup trop. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le 45 ? Eh bien, la DNCG vous encadre votre masse salariale si vous dépassez 70% de salaire et charges sociales par rapport à vos revenus. Donc là, on est en dessous. C'est pour ça que depuis longtemps, je dis que normalement, la DNCG ne devrait pas nous bloquer. Mais vous voyez que ça suppose de faire 115 millions de ventes. Si on fait 100 millions comme le prévoit John Textor, on passe à 47, donc on reste dans les clous. Alors bon, comme je l'ai toujours dit, 2024-2025, le budget devrait passer. Mais attention, en 2026... oui, dans les revenus exceptionnels, j'ai mis l'Europa League pour 25 millions. Je vous renvoie à ma vidéo sur les revenus de l'Europa League. Dans l'avenir, l'OL Reign, il n'y a plus. CVC, il n'y a plus. Alors, si vous remplacez la Ligue des Champions à l'Europa League, évidemment, là, vous montez à potentiellement, allez, on va dire 80. Donc là, on aurait 0. Donc, toujours déficitaire, largement déficitaire, mais il faut baisser le poste de charge de personnel et le poste d'achat consommé. Donc vous voyez, même si le budget il va passer, je pense, sans problème cette année, si on ne fait rien, ou si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, dans les années à venir, ça risque d'être extrêmement problématique. Même si, et là, c'est très important, le propriétaire a la faculté de boucher les trous. C'est-à-dire, si j'ai un déficit de 46 millions, comme je le prévois sur 2024-2025, le propriétaire arrive, il dit « je mets 46 millions sur la table et donc on passe à 0 ». Vous allez me dire « on peut faire ça ?» Oui, on peut le faire. Le Paris Saint-Germain, avec son propriétaire qatari, le fait tous les ans, et eux, ils sont pas à 40, ils sont plutôt à 200 millions de pertes. Mais aussi, et c'est là que c'est très important, j'en reviens à mon image du début, entre avoir un milliardaire comme propriétaire ou un millionnaire comme propriétaire, vous allez voir la différence que ça fait. L'équipe donc nous propose un tout petit encadré, l'OM devant la DNCG, l'OM va passer aujourd'hui, donc c'était hier devant la DNCG, mais je crois que ça a été reporté aujourd'hui parce que il y avait trop de monde qui passait. Donc pour évoquer les exercices 2023-2024 et 2024-2025, pour la saison qui vient de s'écouler, donc 2023-2024, le déficit est estimé à près de 70 millions par le club marseillais. Comme il en a l'habitude, le propriétaire Frank McCourt s'est engagé à combler une grande partie sur ses fonds propres. C'est-à-dire que s'il y a 70 millions de pertes, eh bien Frank McCourt, il va mettre 60 millions dans le club, pour que le club puisse passer la DNCG. Rappelez-vous que l'année passée, quand John Textor est passé devant la DNCG lui a demandé de mettre 60 millions, il ne l'a pas fait. Et donc, on a été bloqué. Donc, si John Textor, parvient à combler les trous, par exemple, les 46 millions de la saison prochaine, la DNCG, ça passe comme une lettre à la poste. Seulement, d'un côté, vous avez Frank McCourt dont la fortune est évaluée à 1,4 milliard. D'accord ? Et un John Textor dont la fortune est évaluée à 250 millions. Donc évidemment, quand votre fortune est de 250 millions, vous ne pouvez pas vous permettre assez régulièrement dans votre club de combler les trous à hauteur de 40 ou 50 millions. C'est pour ça que John Textor a promis 100 millions de ventes. Mais vous voyez que c'est un système qui n'est pas tenable. Il va falloir absolument réduire les charges et notamment les charges de personnel, c'est-à-dire les salaires. Et ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Mais aussi les achats consommés et charges externes. Là-dedans, il y a sans doute des commissions d'agents. Donc évidemment, tout cela, c'est très important pour le futur.
Alors, comme vous en avez l'habitude, je vais terminer par une réponse à vos questions. Je remercie infiniment ceux qui ont posé des questions. Je vais essayer d'agrandir la fenêtre pour qu'on puisse les lire. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions. Comme je l'ai dit, si vous vous posez la question, il y a sans doute d'autres personnes qui se posent ces mêmes questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, on va commencer par Jérémy. Le mercato va commencer avant le passage de la DNCG ou après le passage de la DNCG. Alors, ça dépend. Dans le sens des départs, sans doute avant le passage devant la DNCG et pour les arrivées après le passage devant la DNCG, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes, notamment vis-à-vis des joueurs qui sont libres. Un joueur qui est libre, par exemple, au 30 juin, il veut bien attendre jusqu'au 30 juin pour signer son futur contrat. Mais si vous passez devant la DNCG à la fin du mois de juin et que vous ne pouvez pas finaliser le transfert, le gars va aller dans le club qui lui fera la meilleure proposition, ce qui paraît assez évident. Donc le report du passage devant la DNCG, à mon sens, pose d'ores et déjà des problèmes par rapport au mercato. Tino, lui, j'espère qu'on passera la DNCG sans problème et qu'on pourra recruter des bons joueurs. Les droits télé, c'est la faute de la Brune. J'ai répondu déjà là-dessus. Comme Olas le dit, la Brune est un bon à rien et il durera pas dans le foot. Ça met tous les clubs dans la mouise, surtout les petits clubs. C'est une honte pour le foot français. Alors comme je lui ai répondu, je suis désolé, mon ton est un petit peu dur, mais est-ce que c'est la faute de la Brune si les sous ne rentrent pas dans les caisses de la Ligue ou si c'est aux personnes qui utilisent de l'IPTV et du streaming illégal? Alors comme vous êtes nombreux à le faire sur la chaîne, vous allez me haïr, mais c'est malgré tout une réalité. Toutes les choses ont un prix, on ne peut pas espérer d'un côté avoir des produits, des prestations gratuites et que ça continue à faire, à alimenter la machine. Donc à un moment donné, voilà. Jérôme, peux-tu réexpliquer le montage financier de la vente de l'Arena? Je n'ai rien compris en dehors de l'apport en cash des 54 millions de dollars. Comment arrive-t-on à une vente de 160 millions? Donc là, j'ai répondu un petit peu plus tôt à Jérôme. Romain, ça te dirait de faire une vidéo mercato idéal des abonnés? Alors comme je lui ai répondu, grâce au ciel, j'ai plus de 3000 abonnés et donc matériellement, ce n'est pas possible. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les publier dans les vidéos, sous les vidéos mercato. Tu penses quoi Tu penses que c'est dû à quoi ce délai supplémentaire? Alors, la version officielle, c'est que on attend la finalisation de la vente de l'Arena et de la vente de l'OL Reign. Moi, je ne suis pas convaincu par cette explication, puisque la vente de l'Arena, elle était prévue pour le 12, elle a été faite le 12, donc ça se fait entre Jean-Michel Aulas et l'OL, donc moi je voyais pas tellement l'intérêt de reculer. Et pour la vente de l'OL Reign, je ne vois pas quel indice nous permet d'être certain que l'OL Reign sera vendu avant le 30 juin. Donc pour moi c'est du pipeau, je pense que plutôt la DNCG attend qu'il y ait au moins une vente de joueurs, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Moussa donc me dit, est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle que la DNCG soit reportée? Pour moi non. Clairement non. Si la DNCG attend d'autres garanties, notamment en termes de vente, c'est que ce qui lui a été présenté jusqu'à présent ne lui convient pas. Sinon, elle ne ferait pas ça, puisque la demande de report ne vient pas de l'Olympique Lyonnais, je le précise. Elle provient de la DNCG. Donc c'est que ce qui a été présenté à la DNCG ne convient pas à la DNCG. Et comme je pense qu'elle n'a pas envie de nous bloquer une deuxième fois, elle attend qu'on revoie notre copie et qu'on fasse d'ores et déjà des ventes de joueurs. Mais attention, ça ce n'est que mon analyse, c'est peut-être tout à fait autre chose. Mais je pense quand même que ça me semble cohérent. On continue sur les questions avec Relcave qui me dit CVC a acquis 13% des droits télé de la Ligue 1, mais l'accord a été basé sur les droits à 1 milliard d'euros, ce qui aurait permis à CVC de toucher 130 millions d'euros par saison. N'y aurait-il pas dans le contrat qui lie la LFP à CVC une clause qui fixerait un versement minimum au cas où les droits seraient inférieurs à 1 milliard, par exemple à 100 millions d'euros, ce qui grèverait, c'est bien dit, grandement l'enveloppe disponible pour les clubs de Ligue 1 si les droits télé ne sont que de 200 ou 300. Alors à ma connaissance non, mais Daniel Riolo a prétendu que si les droits télé étaient inférieurs à 500 millions,
le pourcentage de 13% était plus élevé. Mais je n'ai entendu ça nulle part ailleurs, donc je ne sais pas si c'est vrai. Relcav qui pose une deuxième question, alors un peu longue, je vais essayer de la synthétiser. En gros, sa question c'est de dire les droits télé vont nettement baisser et ça va évidemment impacter beaucoup plus les petits clubs et les clubs moyens, mais moins les gros clubs comme l'Olympique Lyonnais, notamment puisque l'on fait la Coupe d'Europe, on aura beaucoup plus de reversement de droits télé internationaux. Et il dit, est-ce que au final, ça va pas être un avantage pour l'OL? Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que vous avez des clubs, on parlait de Montpellier tout à l'heure, Montpellier, ils vont peut-être être obligés de vendre Joris Chotard, par exemple. Bon, comme on sait qu'ils sont un peu étranglés, vous allez pouvoir récupérer des joueurs beaucoup plus facilement parce que certains clubs français sont obligés de vendre. Et à l'inverse, on parlait hier d'une recrue en défense centrale, Sikou Niakate, en disant que Reims était également sur les rangs. Vous imaginez bien que Reims, qui ne fait pas de Coupe d'Europe, donc aura 0 en droits internationaux et des droits télé en baisse, si on est en concurrence avec eux, la concurrence, elle sera vite vue. Donc effectivement, c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est que la baisse des droits télé va profiter à l'OL, à Marseille, au Paris Saint-Germain, peut-être à Rennes. Donc oui, c'est la réalité, parce que les petits clubs sont tout simplement pris à la gorge et ils vont être obligés de vendre des joueurs, et peut-être pas au prix qu'ils espèrent les vendre. Nash me dit, tu disais dans tes précédentes vidéos que les droits télé représentaient environ 15% du budget de l'OL, et on sait que beaucoup d'autres clubs de Ligue 1 en dépendent beaucoup plus. Si ces droits TV venaient à être faibles, ces clubs seront donc obligés de vendre plus précipitamment leurs meilleurs joueurs. Vois-tu cela comme une bonne opportunité pour l'OL de piocher dans ces clubs sans forcément trop dépenser? Tout à fait, c'est exactement le sujet. Kevin, bonjour Teddy. Selon toi, quelle incidence peut avoir la gestion calamiteuse des droits TV par la LFP sur le budget de l'OL? Devons-nous craindre une baisse conséquente ou bien cela sera au moins compensé par les droits télé de l'Europa League? C'est exactement ça. Moi, je pense que la saison prochaine, nos droits télé globaux vont augmenter. C'est ça l'ironie du sort, même si les droits nationaux, eux, baissent. Nico me demande, salut Teddy, si on n'arrive pas à dégraisser la masse salariale comme espéré, si Lopez, Lacazette ou Cherki restent par exemple, serons-nous bloqués pour recruter? À quel point cela peut nous impacter pour la suite du mercato, car je pense qu'il faut quand même éviter d'empiler les joueurs comme au milieu. Alors, je ne pense pas que si Lopez, Lacazette, Cherki restent, ça va nous bloquer pour recruter, puisqu'on n'aura pas besoin de recruter à la place de ces joueurs. Et tous ont un contrat qui se termine en 2025. Donc, comme je l'ai montré, notre budget pour 2024-2025 devrait passer sans trop de soucis. Et tous ces joueurs-là vont partir donc l'année prochaine, donc ça va faire baisser naturellement la masse salariale, mais il faudra se qualifier pour la Ligue des Champions, ou alors, comme je l'ai dit, en dernier ressort, que John Textor mette la main à la poche. Va-t-il le faire? Ça, c'est autre chose. Loïc me demande à quel point ça serait possible de garder nos meilleurs joueurs, je pense seulement à Lacazette en fait, et investir quand même sur Miko Tadze, un ou deux milieux, un latéral, un DC, en misant sur une qualification LDC en fin d'année, en sachant qu'il vaut mieux peu de bonnes recrues et compter un peu sur les jeunes que de prendre des Renato Tapia ou des Akuku. Alors, Miko Tadze, non. Je pense que ce n'est pas possible de cumuler Lacazette et Miko Tadze. Un ou deux milieux, un latéral et un DC, oui, ça me paraît possible. Mais c'est comme toujours, ça dépend du prix, ça dépend du montant du transfert, ça dépend du salaire. Albert, je pense que tu l'as vu, mais la DNCG reportée, penses-tu que ce soit mauvais signe ou juste une question de timing par rapport à nos ventes, voire aux droits TV? Alors oui, bien sûr, j'ai vu que la DNCG était reportée. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la thèse officielle, c'est qu'on attend la finalisation de la vente de l'Arena et de l'OL Reign. Moi, je pense que là-dedans, il y a surtout aussi des ventes de joueurs, mais il n'y a pas eu de communication sur le sujet. Est-ce que c'est un mauvais signe? À mon sens, en tout cas, ce n'est pas un bon signe. Après, ce qu'il faut bien se dire, les amis, c'est que l'OL va dire, voilà, nous anticipons telle recette, telle recette, telle recette, et nous avons l'intention de faire tel et tel mercato. Il faut que ce mercato soit cohérent par rapport à nos recettes. L'année dernière, John Textor est arrivé en disant, je ne vendrai aucun joueur, et je veux quand même recruter à telle et telle hauteur. On ne sait pas exactement. Bon, la DNCG a dit non, si vous ne vendez pas, vous ne pourrez pas recruter. On a vendu pour 100 millions et on a pu recruter au mois de janvier.
Donc en fait tout ça est une question d'équilibre. Gilles demande, je pense que tous les clubs de Ligue 1 sont dans le brouillard avec les droits TV. Je pense qu'à part Brest, grâce à Ligue des Champions, Paris, grâce au Qatar, sont tranquilles. Tous les autres devront vendre pour être à l'équilibre. Quand autant de clubs sont vendeurs, les prix vont chuter. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va être difficile de dégraisser. J'aimerais ton avis. Alors, oui, mais je pense que la plupart des joueurs que l'on souhaite vendre, nous allons les vendre à l'étranger. Donc je ne pense pas que la baisse de nos droits TV ait vraiment un impact là-dessus. Par contre, nous, si on veut recruter des joueurs français, enfin tout du moins qui évoluent en France, c'est évidemment un avantage pour nous. Si plus de 10 joueurs partent, comment reconstruire une équipe de foot capable de jouer les premiers rôles? Alors c'est tout le talent ou non de la cellule de recrutement de bien remplacer les joueurs partants. Que faire des boulets type Orban? Je pense qu'Orban, sauf s'il y a une belle proposition à 15 millions par exemple, il partira. Sinon, bah écoutez, à lui de s'adapter, montrer qu'il a le niveau. Es-tu optimiste pour le mercato? Pas trop. Je pense que on va simplement remplacer les départs par des joueurs moins chers qui seront pas forcément moins bons. Par exemple, si vous remplacez Lovren par un autre défenseur central, je pense pas qu'il sera moins bon. Si vous remplacez Tolisso par un autre milieu de terrain, je pense pas qu'il sera moins bon. Le problème, c'est plus Lacazette. Lopez, lui, il est déjà remplacé. Donc, je ne pense pas que l'équipe soit forcément moins forte, mais je ne pense pas qu'on va faire un mercato en ramenant des joueurs vedettes, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Aboubacar, bonjour. Quel serait à ton avis le budget recrutement à peu près après le passage de la DNCG? Moi, je pense que, on va dire, ça dépend des parts de Lacazette ou non. Si Lacazette part, je pense qu'on peut avoir un mercato entre 50 et 60 millions. Si Lacazette reste, plutôt 30-40. Mais il y a beaucoup de joueurs libres, hein, il faut le dire. Et effectivement, le problème des droits TV fait que les joueurs qui évoluent en France ne sont pas chers. Never Sleep Again, salut, j'aimerais vraiment comprendre la vente de la LDLC Arena. Pour moi, c'est une fausse bonne opération. À court terme, on baisse la dette et on récupère du cash. Pour en faire quoi? Bonne question. Boucher les trous pour le moment. À long terme, on se prive d'une rémunération complémentaire non négligeable. Si les droits TV vont baisser au fur et à mesure du temps, ce revenu complémentaire deviendra un avantage concurrentiel par rapport aux autres clubs. Alors, bon, la suite est dans la même veine. C'est un choix. Jean-Michel Aulas a fait des investissements sur moyen terme qui allaient rapporter de l'argent de manière régulière. John Textor, lui, veut de l'argent tout de suite pour l'investir dans le foot masculin. Seul le temps dira si c'est une bonne stratégie. Dans le reste de la question, Never Sleep Again se plaint en gros de la stratégie à court terme de John Textor. Moi aussi, pour être clair avec vous, je pense qu'il faut garder nos investissements, mais par contre, il faut baisser la masse salariale. Ça, c'est un gros reproche qu'on peut faire à Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire que tous les joueurs qui ont été recrutés sur la fin de l'ère Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire Tolisso, Lacazette, Lovren, Tagliafico, ça a été à des salaires de fou. Mais attention, ce que je remarque au mois de janvier, c'est qu'on a pris Matic, c'est qu'on a pris Mangala, c'est qu'on a pris Benrahma, et tout ça, ce sont des très très gros salaires. Donc pour le moment, je ne trouve pas que John Textor fasse vraiment quelque chose de très différent de ce que faisait Jean-Michel Aulas, à la grande différence que Jean-Michel Aulas, lui, il a investi dans des infrastructures qui peuvent être productives à long terme. Or là, ces infrastructures, on ne les a plus. Donc les sources d'argent, elles ne viendront que d'une chose, la qualification pour la Ligue des Champions et les ventes de joueurs. Ou, toujours, dernier recours, que l'actionnaire mette la main à la poche. Gaël, salut Teddy, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. J'ai une question, imaginons que la DNCG se passe bien, plus la vente de l'Arena, c'est possible d'estimer le budget de l'OL pour à mettre dans le mercato. Difficile à dire, bon, moi je l'évalue entre, on va dire, 30 et 60 millions selon la vente de Lacazette. Par ailleurs, j'ai lu dans un article du Progrès que Tolisso faisait partie des joueurs dont on est quasiment certain de devoir rester au club, mais outre le fait que je ne l'ai pas trouvé flamboyant cette saison, son salaire est loin d'être négligeable. N'y a-t-il aucune chance de le voir partir et de recruter un 8 créateur? Alors le 8 créateur, on l'a peut-être déjà, il s'appelle Mamadou Diawara. Pour Tolisso, effectivement, le Progrès dit qu'il n'a aucune intention de partir, et Nicolas Putebois, dans Tant qu'il y aura des gones, a dit qu'il a des touches en Arabie Saoudite et au Qatar, donc moi je ne sais pas, je n'ai aucune info sur le sujet. Alain, bonjour Teddy, cette vente va-t-elle être utilisée pour on va dire diminuer la dette, mais de combien d'années? Alors en fait, la dette a été renégociée sur 20 ans, donc dans le budget, il n'y a plus que 19, puisqu'il y a une année qui s'est écoulée.
Donc pour 19 ans, hein, c'est quand même une dette à long terme et surtout beaucoup d'intérêts. J'ai évalué les intérêts à rembourser sur cette dette de 500 millions à 350 millions. Donc vous voyez, vous empruntez 500, vous allez rembourser 850 millions. Monsieur Nebaf, à ton avis, la baisse des droits TV en Ligue 1 va-t-elle baisser la compétitivité des clubs qui se reposent principalement sur l'argent de la LFP ? A priori oui, parce que je sais que certains fantasment, et notamment toujours en écoutant des émissions de radio qui racontent des saucisses, qu'on peut être hyper compétitif avec peu de moyens. Regardez les clubs qui gagnent la C1 et la C3. Alors on va me dire, oui, mais la C4 a été gagnée par l'Olympiakos, mais bon, c'est la C4. Hein. Donc voilà, alors l'Atalanta, on pourra prendre l'Atalanta qui gagne la C3, qui n'est pas un budget extraordinaire, mais bon, on a travaillé sur du long terme, et surtout à l'Atalanta, on peut se permettre de faire 1 ou 2 années sans faire de Coupe d'Europe, et de monter un groupe qui va arriver à son apogée. Quand on est l'Olympique Lyonnais, quand on est l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre de faire 1 ou 2 années sans Coupe d'Europe. Là, on a fait 3 années sur 4 sans Coupe d'Europe. On a vu dans l'état dans lequel ça nous a mis. Voilà pour les questions. Mais écoutez, merci vraiment infiniment à ceux qui ont posé des questions. J'espère que j'ai répondu de manière compréhensible à la quasi-totalité de ces questions. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.